Ladies and gentlemen, bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal d'un vegan. J'espère que vous allez bien depuis la semaine dernière. Et vous avez vu, je suis bras nu. Haha, ça veut dire que, oui, j'ai beaucoup plus chaud dans mon appartement. Ah, comme c'est un petit redoux, effectivement, c'est bien plus supportable. Comme quoi, un seul petit degré de plus, ça fait la différence. À méditer. Bon, allez, on commence ce journal sans plus attendre. Ah là, je suis très impatient de pouvoir goûter et découvrir avec vous un petit produit coréen vegan qui m'a l'air bien sympathique parce que de base, j'aime ça. Je vous montre. Ce sont des tteokbokki avec la préparation pour faire la sauce. Il y a tout dedans. Voilà, c'est un package. On a les petits, ce qu'ils appellent les rice cakes, c'est-à-dire les petits tubes tout blanc à base de riz. On a l'assaisonnement et puis l'assaisonnement final au kimchi. Il y a tout dedans. Voilà. Et c'est bien marqué plant-based. Donc, tout va bien. Alors oui, d'accord. Encore une fois, c'est un truc qui est tout fait. Et vous le savez, je suis pas forcément fan de ce genre de truc. Mais j'aime bien voir ce qui se fait parce que comme toujours, on a parfois des moments compliqués, on a envie de manger un bon truc, mais on n'a pas le temps. Et même si faire une sauce épicée pour les tteokbokki, c'est pas complètement hallucinant, ça va même, faut savoir faire, faut avoir tous les ingrédients, c'est toujours la contrainte. Donc aujourd'hui, on va voir ce petit truc un peu de fainéant, mais qui peut se révéler très bon. Alors pour une fois, j'ai de la chance parce que les indications sont avec des petits pictogrammes et écrits en anglais. Ah, je pense que ça doit être une version pour l'export, tout simplement, même si ça reste fabriqué quand même en Corée. Bref, voyons ce qu'il y a dedans. Donc, nos rice cakes, logique. Et puis, on a deux petits sachets. Ça, c'est la poudre pour faire la sauce, et ça, c'est l'assaisonnement final. Ça fait vraiment penser à la mécanique des soupes instantanées. Alors, la première chose qu'il nous est demandé de faire, c'est de rincer les cakes à l'eau et de les égoutter. Effectivement, c'est un bloc compact, donc ça va pas être facile à travailler pour la suite. Donc je m'exécute et on passe à l'action suivante. Bon, effectivement, hein, quelques minutes à l'eau froide, et ça nous permet de les détacher correctement, sans trop d'efforts. Faut pas hésiter à y aller comme un petit peu, ça se décolle très bien, ça ne se casse pas. Donc, on passe à la suite. Donc, il faut rajouter 150 ml d'eau, ça me paraît peu, mais bon, et porter à ébullition. Ok, ça bout. Donc, les instructions, c'est de rajouter notre poudre et de bien mélanger. Hop là. Ça se dissout bien. Ça sent bon. Dès que j'ai ajouté la poudre et que j'ai mélangé, ça a commencé déjà à épaissir l'eau. Donc il y a déjà une texture de sauce. Donc j'ai mis à couvert et ils indiquent une cuisson entre 3 et 5 minutes selon les goûts. Donc je mets un minuteur 3 minutes, je teste et je verrai si c'est suffisant. Ok, ça fait 3 minutes, je viens de couper le feu et c'est visiblement parfaitement cuit. Et on voit que la sauce est bien nappante. Allez, c'est parti. Hop. Oh, c'est une bonne tête. Et maintenant, on se poudre avec la poudre kimchi, qui ressemble à une sorte de petite poudre pimentée, certes. Voilà. Visuellement, ça fait le boulot. Olfactivement aussi. Et ouais. Je suis plutôt content. Très facile à faire. Très facile. Ah oui. Là, je plonge la fourchette et je les pique et elles sont vraiment très tendres. Parfait, goûtons. C'est bon. Alors, c'est bien relevé. N'oublions pas, hein, sur la boîte, c'est bien marqué ici, spicy. Donc, sachant que les Coréens ont tendance à avoir une nourriture pimentée, ne vous attendez pas à quelque chose de light. Là, c'est vif, comme j'aime. Donc c'est bien. Je trouve pas que ce soit à l'excès non plus,
Mais n'oubliez pas, hein, je ne suis pas une référence en termes de douceur dans le piment. Bon, c'est très bon. La sauce elle-même est très agréable. Elle a une petite note un peu ronde, légèrement sucrée, mais on n'est pas dans le sucré salé. C'est juste une rondeur. Et puis, il y a ce goût assez typique de la sauce traditionnelle qui est, oui, pimenté. C'est le gochujang qui est derrière. Il y a un côté un petit peu de tomate aussi. Et la pâte de riz, là, elle est vraiment très agréable et atypique. Ça ressemble à rien d'autre. C'est pour ça que ça en fait un plat unique, même si de loin, on pourrait dire, oui, bon, c'est un plat de pâte sauce tomate. Bah, non, pas du tout. Hein. Ah, bah, je me surprends à avoir une petite sueur là, à l'arrière du crâne. Ça, c'est bon signe. Bref, bah, je suis plutôt séduit par ce petit plat préparé, instantané, qui reprend, comme je le disais, tous les codes de la soupe instantanée avec les pâtes, les petits sachets de bouillon ou d'aromates, et puis juste rajouter de l'eau. C'est aussi simple à faire. Même si cette présentation version boîte, je m'attendais à autre chose, j'avoue. Mais c'est pas le cas. Donc, si vous aussi vous avez envie de tester l'expérience, eh bien je vous recommande d'aller jeter un œil dans vos épiceries asiatiques, et plus précisément les coréennes, ce sera beaucoup plus simple pour essayer de trouver cette petite boîte magique. Je vous mets les références en barre d'infos. Bon, cette semaine, je vais vous parler d'une série que j'ai aimée, et à la fois qui m'a fortement agacé. Après, si je vous en parle, c'est parce que j'estime que c'est juste une question de goût et que ça ne retient rien aux qualités intrinsèques du scénario et de l'ambiance. Cette série, c'est Anthracite, qui est donc sur Netflix. C'est une série française qui nous emmène dans une enquête, une intrigue autour d'une secte d'un petit village minier en montagne. Alors, on fait des allers-retours entre les années 90 et le présent, avec différents événements, différentes révélations sur les crimes qui ont eu lieu. Et j'ai trouvé, honnêtement, le scénario super intéressant, bien ficelé, avec tout ce qu'il faut pour maintenir en haleine. Il y a vraiment de très haute qualité au niveau du scénario. Niveau réalisation, c'est pareil. On a une très belle photo, des beaux plans, c'est rythmé comme il faut. J'ai pas trouvé que c'était cheap. Et pourtant, Dieu sait que il y a des défauts, mais c'est pas là-dessus que ça pêche. Ensuite, les personnages eux-mêmes, là, ça commence à être un petit peu plus compliqué. Il y a des choses qui m'ont dérangé parce que j'arrive pas à rentrer, parce que c'est pas réaliste, parce que c'est incohérent. Alors, je parle pas de tous les personnages, mais les personnages principaux, c'est là que c'est un peu plus dérangeant. Je les ai trouvés caricaturaux. Alors, c'est peut-être lié à la direction d'acteurs et au choix de certaines directions au niveau des costumes, je sais pas. Mais je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait. Comment saboter la série? Comment sortir de la série alors qu'on est pris dedans? Eh ben, les acteurs. Alors, les acteurs, je vais pas les incriminer dans le sens où c'est peut-être la direction des acteurs qui fait que ça va pas. Ou alors ils sont mauvais. Mais j'en sais rien. Pour la majorité, je les ai jamais vus nulle part. Je sais pas ce qu'ils font, ce qu'ils sont capables de faire, donc je ne porterai pas un jugement radical. Par contre, la direction d'acteur, elle, on la voit tout de suite, puisque c'est bien ces prises qui ont été retenues, c'est comme ça qu'on les a orientées. Et là, je me demande pourquoi. Parce que généralement, la direction d'acteur, elle est faite aussi par le réalisateur. Le réalisateur, visiblement, il est très doué pour autre chose, mais peut-être pas pour diriger des comédiens. Je suis très dubitatif, et je me suis quand même posé cette question du « mais pourquoi à chaque fois qu'il y a une série française, c'est pas au niveau de qualité d'une série d'ailleurs ?» Parce que je vais même pas prendre les États-Unis comme exemple, c'est souvent surjoué chez eux aussi, mais c'est plus crédible, curieusement. Non, mais comme vous le savez, je regarde beaucoup de séries internationales, quel que soit le pays et l'origine. Et à chaque fois, les séries françaises, j'ai du mal, parce que, je sais pas, je trouve ça mal joué, et souvent mal réalisé. Là, c'est pas le cas. Bon bref, vous comprenez que je suis un petit peu en porte-à-faux en termes d'émotion, entre j'ai aimé, j'ai pas aimé, je ne sais pas. En tout cas, la série, elle est très courte, je crois qu'il y a, je vérifie, c'est ça, 6 épisodes, donc ça se regarde facilement. Il y a vraiment une bonne intrigue, et rien que pour ça, ça vaut la peine d'être regardé. Maintenant, peut-être que je suis un peu dur
À vous de me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez déjà vu la série. Est-ce que vous avez vraiment tripé de bout en bout? Peut-être que vous avez détesté de bout en bout aussi. À voir. Je vous laisse me donner votre opinion dans les commentaires. Cette semaine, je suis tombé sur un produit vegan que j'aurais tendance à estimer comme totalement dispensable. Mais comme je suis curieux et que je me dis que dans certains cas de figure, ça pourrait être quand même utile, selon les personnes, je me suis dit, bon bah, on va tester. Honnêtement, je ne savais même pas que ça existait, mais voici, sous vos yeux ébahis, de la crème anglaise vegan de chez Sojasun. Alors oui, hein, quand je dis que c'est totalement dispensable, je le pense. Parce que faire de la crème anglaise maison, il vous suffit de lait de soja, de sucre, de fécule et d'une gousse de vanille, ou même un sucre vanillé, voire un lait vanillé que vous allez... Bref, il suffit de faire chauffer du lait avec une fécule juste à la bonne température, en prenant son temps, et vous allez avoir quelque chose qui prend, qui reste fluide, et c'est pas compliqué. Mais bon, voilà, faut savoir faire. Ok, ça je l'admets. Mais en termes d'ingrédients, finalement, c'est à peu près ce que reprend la composition de ce produit, avec, bon, 2-3 trucs en plus quand même, pour donner encore plus de stabilité, peut-être une couleur plus chatoyante, mais il n'y a rien de complexe. Alors, je me dis quand même que pour des gens qui sont pressés, qui n'ont pas envie de faire de la crème anglaise, qui sont pas rassurés là-dessus, ils disent, bon bah voilà, j'ai une petite brique, ça dépanne, je peux couvrir un gâteau, une glace, un machin avec, c'est cool. Enfin, tout est possible. Je ne sais pas quel serait votre usage, mais je me dis, voyons si c'est une crème anglaise qui est digne de ce nom en termes de parfum et en termes de texture. Alors, je viens d'ouvrir la petite brique. 50 centilitres quand même, hein, donc il y a de quoi faire. Et c'est parti. Ah, la viscosité a l'air plutôt bien. Ouais. Ah, ça va être difficile de vous montrer, ouais, c'est clair. Non. J'ai pas penché la cuillère et tout remettre par terre. Non. Je vous montrerai après, vous inquiétez pas. Mais maintenant, je goûte. Ok. Bon, vous connaissez certainement ces petites briquettes de crème dessert. Par exemple, Björk faisait ça pendant des années, je pense qu'il continue, où il y avait vanille, chocolat, caramel, enfin, il y avait, voilà, il y avait des parfums relativement simples, et ça s'achète dans tous les supermarchés. Voilà. J'en ai beaucoup mangé, parce que j'aimais bien ce genre de truc, et j'ai le même goût au niveau de la vanille que cette crème dessert végétale. Mais exactement la même chose. C'est pas trop sucré, mais c'est assez rond. Le côté vanille est là, mais moi je trouve que c'est une note de plus de vanille artificielle que de la vraie gousse, ça c'est certain. D'ailleurs, je n'ai pas observé de petits points noirs dans la crème qui aurait été un signe potentiel qu'il y a de la vraie vanille dedans. La texture est agréable sur le palais, c'est assez équilibré, ça fonctionne, mais, je reviens sur mon histoire de petite briquette à la Björk, je retrouve exactement le même goût et quasiment la même texture. Donc, c'est pas plus une crème dessert qu'une crème anglaise, elle est peut-être un petit peu plus fluide, voilà. Donc, rien de révolutionnaire. Mais je vais quand même pousser le test jusqu'au bout, puisque c'est censé se servir normalement en accompagnement de quelque chose. Je vais napper un petit morceau de gâteau et voir comment ça le couvre. Et après, je dégusterai pour voir comment ça se conjugue avec un gâteau simple. Allons-y. Ça, vous voyez la texture aussi. C'est bien nappant, hein. J'y vais doucement, parce que j'ai pas envie d'en mettre plus que nécessaire. Ouais. Ça fait le boulot, quoi. Concrètement, la crème accroche bien à la surface, il n'y a aucun problème, elle coule, c'est fluide. Effectivement, je pense, maintenant que je la vois sortir du flacon, que c'est un peu plus fluide que la crème dessert. Mais sinon, c'est la même chose, hein. C'est la même chose. Allez, maintenant un petit morceau de gâteau que je connais bien, avec la crème. Normalement, ça devrait être pas mal. Oui,
Ça apporte clairement quelque chose, hein, de l'onctuosité par-dessus, de la fraîcheur. Ça casse avec la structure du gâteau qui est souple, mais qui reste quand même sans artifice. Il n'est pas fourré, c'est juste un gâteau simple. Je pense que ça se mariera bien avec des goûts style fraises, framboises, cerises, voilà, des gâteaux plutôt fruits rouges, le chocolat, le café, le côté caramel, voilà, ces notes un peu plus ambrées, ça va bien marcher. Bref, là où vous allez mettre une crème anglaise d'habitude, vous pourrez utiliser ça. Maintenant, je reste sur l'avis de départ quand même, que c'est un achat purement pratique dans certains cas, mais qui n'a pas un grand intérêt parce que c'est tellement simple de faire une crème anglaise maison végétale que ouais, le ratio gain de temps-prix me paraît pas super intéressant. Et encore, hein, moi je l'ai trouvé la petite affaire, donc très 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 peu cher. Je sais pas combien c'est vendu dans le commerce. Ça doit être beaucoup plus. Bref, est-ce que vous avez déjà goûté ce produit? Est-ce que vous le trouvez pratique? Est-ce que je suis un peu sévère? Dites-moi ce que vous en pensez. Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, je vous informais que le gouvernement avait décidé en France de faire interdire, une fois de plus, les appellations de type saucisse, steak, nuggets, lardons, jambon, concernant les produits à base de protéines végétales. Oui, bon, alors vous n'êtes peut-être pas au courant, mais depuis ça a bougé, et plutôt en bien, puisque, sans grande surprise, le Conseil d'État a invalidé le texte. Voilà, disant, en fait, non. Non, ça n'a pas de sens. Et voilà, bon, c'était couru d'avance. Bien sûr, les marques ne se sont pas laissées faire, puisqu'il y avait une vraie discrimination. Je rappelle que le texte d'origine ne s'adressait qu'aux entreprises françaises. Donc on serait retrouvé avec des produits style disque de protéines végétales de chez Apivore avec des steaks à burger de chez Beyond Meat. Parce qu'eux, ils sont américains, donc ça rentre pas en ligne de compte. C'était totalement stupide. Et ils ne peuvent pas contraindre le monde entier à utiliser ce que les Français, enfin le gouvernement français, voudrait voir comme vocabulaire privatisé au profit des lobbies. Donc, très bien. Jusque-là, tout va bien. Merci, je vous rappelle tout ça. C'est pas simplement pour revenir sur cette actualité, c'est surtout parce qu'à chaque fois qu'on a un sujet qui ressort sur cette privatisation des mots, il y a forcément des gens qui relèvent l'incohérence de cette idée en mettant en avant qu'on a bien du cœur de bœuf pour des tomates. Est-ce une tromperie? Est-ce que le beurre de cacahuète est bien légitime puisqu'il n'y a pas de beurre laitier dedans? Est-ce que le fromage de tête, qui ne contient pas de fromage en charcuterie, ne devrait pas être renommé, etc. Bref, on a plein d'exemples d'appellations qui ne correspondent pas à ce à quoi on pourrait s'attendre. Fruits de mer étant le plus exemplaire, je suppose. Et puis, à côté de ça, d'autres soulève un autre vrai problème, parce que rappelons que cette idée de créer des lois, c'est soi-disant pour protéger le consommateur de la tromperie. Ok, ok. C'est là que le bas blesse, dans le monde du végétal. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que dans la même journée, j'ai comme eu 3 personnes que je connais différentes qui m'ont envoyé des photos. Alors, des cas de figure étaient différents, mais me montrant des produits avec marqué végétal dessus, qui n'étaient pas du tout vegan. Alors oui, 3 personnes dans la même journée, je me suis dit, c'est un signe, faut qu'on en parle. Concrètement, et ce n'est pas nouveau, on se retrouve avec des produits avec marqué spécialité végétale, le bon végétal, enfin, plein de dénominations autour du végétal, qui reste très flou dans son positionnement, qui n'est pas forcément certifié par quelque chose ou avec un logo, et qui nous propose des alternatives à la viande, ok, mais qui en fait contiennent des produits laitiers ou de l'œuf. Je suppose que vous les avez déjà vus. Le dernier en date n'est autre que Fleury Michon qui nous sort un jambon végétal, enfin des jambons végétaux, à base de légumineuses, et on se dit, ah tiens, c'est sympa, Fleury Michon qui veut se mettre à faire du végétal, pourquoi pas? Ils ont déjà fait des tentatives il y a longtemps avec des petits plats préparés, mais c'est très maladroit et végétarien.
Eh ben, ça n'a pas changé. Les produits contiennent de l'œuf. Voilà, qu'est-ce qu'il fallait espérer d'eux? Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais en fait, je me souviens très bien, il y a quelques années, on avait été invité avec Laura à une soirée de lancement pour leur gamme végétale. Et on avait eu, pendant ce dîner de présentation, les membres de la recherche et développement de Fleury Michon et le marketing, etc. Et on a pu discuter. On était les seuls véganes, et autant vous dire qu'on n'a pas pu manger grand-chose à part un truc avec des falafels. Et quand on a discuté en disant, on ne comprend pas, pourquoi vous mettez de l'œuf là-dedans, du lait là, alors qu'il y a des solutions alternatives, on nous avait répondu avec une certaine fierté quand même, dire, oui, mais vous comprenez, nous, dans la charcuterie industrielle, comme ça, on nous reproche souvent de mettre beaucoup d'additifs, donc on ne veut pas mettre de produits bizarres avec des E, machin truc, et que ça devienne une liste d'armoires à pharmacie. Nous, on veut des produits naturels, donc l'œuf, c'est naturel, alors que méthylcellulose, ça fait peur. Voilà. Et bien sûr, nous, on avait beau dire, mais on s'en moque, on préfère avoir du méthylcellulose que de l'œuf. On a vite compris qu'en fait, nous ne sommes pas la cible. Le marché vegan est quasi inexistant. Le but de ces marques, c'est de toucher un grand public pour leur proposer des alternatives à la viande. Ils n'essayent pas de faire des produits vegan. Et souvent, on râle parce qu'on dit oui, mais en fait, c'est mal fait, ils vont pas jusqu'au bout. Mais ils s'en moquent. Ce n'est pas leur objectif. Leur objectif, c'est de toucher un public, la fameuse ménagère qui fait ses courses. Elle préfère avoir des produits naturels, ce que je comprends psychologiquement, que des additifs bizarres qu'il faut qu'elle décode, et puis où elle va trouver tout et son contraire sur Internet entre c'est totalement neutre et des trucs alarmistes qui racontent n'importe quoi, ou parfois c'est tout à fait vrai, ça dépend. Bref, je peux comprendre, Mais pour nous, c'est étrange, parce que tant qu'à faire du végétal, autant aller jusqu'au bout. Et surtout, ne pas appeler un produit végétal s'il ne l'est pas complètement. Parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'a toujours pas vu le fameux arbre à œufs. Toujours pas. Alors, au-delà de ce Fleury Michon, d'autres marques sont des faux amis. Je pense déjà à Erta, qui a eu la bonne idée de proposer, il y a quelques années, des knackis végétal au blanc d'œuf. Bah oui. Donc ne vous faites pas avoir. Je connais pas mal de véganes qui se sont dit « Ah bah chouette, je vais les essayer » et qui après se sont rendus compte qu'il y avait du blanc d'œuf. Donc soyez vigilants. Alors doit-on le répéter à l'infini? Je pense que oui. N'oubliez pas que la première qualité d'un vegan averti, c'est de savoir lire les ingrédients, les étiquettes systématiquement. Voilà. Je le répète, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui se font avoir en faisant aussi simplement confiance à un petit logo jaune avec un petit V vert à l'intérieur et qui se disent « Oh ben c'est bon !» et qui, dans le feu de l'action, ne regardent pas la composition. Grave erreur, puisque je vous rappelle que jusqu'à présent, le label V, c'est pour les produits végétariens et les produits véganes. Et c'est bien marqué en dessous, en toutes lettres. Bon, normalement, et là c'est en train de se diffuser plus avant, le logo est en train de changer pour une inversion. Il y en a un qui sera avec un fond vert et un V jaune, et l'autre qui restera jaune avec un V vert, pour bien distinguer le végétarien du vegan. C'est en cours, mais en tout cas, lisez toujours. Continuons dans l'exploration de ces produits qu'il ne faut pas acheter. Il y a la marque Aoste, la fameuse marque de jambon, qui propose du jambon végétal, et là vous l'avez compris avec mes petits guillemets mimés, végétal avec de l'œuf, ben oui, bien sûr, voilà, bon. Alors que, parallèlement, ils ont lancé, là, il y a quelques temps, je vous l'ai annoncé dans les news, une nouvelle marque qui est complètement végane, qui appartient à Aoste, mais qui n'est pas sous la marque Aoste. Donc il n'y aura pas de confusion possible. Donc ça, c'est déjà bien. Mais sinon, pour ceux qui auraient lu entre les lignes, qui disent « Ah oui, ils ont lancé un truc vegan, machin, Aoste, blablabla », si vous voyez un paquet de trucs végétal Aoste, c'est pas bon. Enfin, lisez l'étiquette, encore une fois. Autre petit plaisantin sur le marché, la marque Le Volailler, si j'ose dire, le Gaulois qui s'est lancé sur le marché du
végétal, avec des steaks, des trucs panés, des cordons bleus, etc. Alors, pourquoi pas? Mais vous verrez qu'il y a de l'œuf dans quasiment tous les produits de la gamme, si ce n'est tous les produits d'ailleurs. Et même, justement, les cordons bleus, ce n'est pas du fromage végétal à l'intérieur. C'est du fromage laitier animal, standard. Pourtant, c'est bien marqué végétal en gros. Hein. On est pur après. Hein. Bon, alors, il y a certainement aussi des marques distributeurs qui vous annoncent un truc végétal. Je sais que Monoprix, typiquement, ils ont des produits où il y a de l'œuf, mais pas tous. Donc, encore une fois, la lecture sera salvatrice. Mais j'aimerais aussi attirer votre attention sur des marques qui, historiquement, sont véganes et qui ne le sont plus tant que ça. On va commencer par l'historique, le pionnier dans le domaine, et une marque que j'apprécie d'ailleurs pour la qualité de ses produits de manière générale, c'est Sojasun. Sojasun, ils ont été les premiers à faire des steaks de soja, des petites galettes à différents parfums. Vous les avez peut-être connus, je ne sais pas si ça existe encore, parce que je n'en vois plus jamais dans les magasins. Mais ils avaient les yaourts végétaux et puis leurs steaks végétaux, qui étaient vraiment très sympas. En même temps, à l'époque, il y avait quasiment rien d'autre, surtout en grande surface. Donc on s'en contentait, mais je trouvais ça plutôt sympa. Et j'ai observé un truc, c'est que depuis quelques années, Sojasun a l'idée saugrenue de rajouter des recettes avec du fromage. Fromage animal. Mais oui, sinon on n'en parlerait même pas. Ça resterait clean. Non, non, ils ont commencé à rajouter des trucs avec du fromage. Et c'est vrai que ça peut être aussi assez trompeur, parce que quand on est habitué à cette marque et savoir que 100% de leurs produits étaient complètement végétaux pendant 20 ans, enfin même peut-être plus, je dis oui, il n'y a pas de problème, on peut y aller les yeux fermés. Faites attention, parce que c'est assez contre-intuitif quand on voit cette marque de se dire « Ah, ils ont peut-être mis quelque chose d'animal dedans ». Et pourtant, si, ça y est, depuis quelque temps, ils le font. Autre marque qui sème le trouble, c'est évidemment Garden Gourmet. Alors pourquoi c'est trouble? Parce que à la base, Garden Gourmet, c'est une marque qui vient des États-Unis et qui était complètement végétale. Donc, pour ceux qui ont un peu suivi l'historique, quand on voit Garden Gourmet, on l'associe à des produits véganes, pas un produit végétarien avec quelque chose dedans, instinctivement. Et puis, ils ont été rachetés par Nestlé, et donc Nestlé possédait Herta aussi. Herta avait lancé sa gamme végétale. Au lieu de garder la marque Garden Gourmet que personne ne connaissait en France, ils ont intégré les produits du catalogue Garden Gourmet sous la marque Herta. Vous suivez toujours? C'est pas fini. Et puis, Nestlé a dit, bon, la charcuterie, ça n'a pas d'avenir, le végétal a beaucoup plus de potentiel, donc Herta, ça dégage. Et ils ont ressorti de leur catalogue la marque Garden Gourmet, avec les mêmes références que chez Herta. Sauf que entre-temps, avec ce passage par Herta, on s'est retrouvé avec des produits végétariens, majoritairement. Alors, il y en a certains qui sont véganes et qui sont pas mal du tout, mais pas tous. Regardez bien le petit logo, lisez. Bon voilà, là comme ça, c'est tout ce qui me vient en tête comme marque que j'ai pu constater ou que je connais ou auquel j'ai accès, mais il en existe certainement d'autres. La méfiance est donc de mise quand vous voyez un produit avec marqué végétal, ne le croyez pas sur parole. Mais si vous connaissez des marques qui sont avec ce type de problème, n'hésitez pas aussi à le mettre dans les commentaires pour que la communauté soit informée. Ça peut être pratique d'échanger quelques astuces. En conclusion, je reviendrai sur ce sujet initial. Nous avons un gouvernement qui a essayé de faire interdire des dénominations carnées pour des produits végétaux sous prétexte que ça trompait le consommateur alors qu'il n'en est rien. En revanche, on voit bien que ce n'est pas très important de protéger les consommateurs végétaliens et même végétariens en encadrant la dénomination végétale de manière très claire, stricte, telle que le végétal est défini dans le dictionnaire. Non, ça passe. Il y a 2 poids, 2 mesures. Voilà. Il y a quelques jours, chez Aldi, je suis tombé sur des bruschettas qui étaient en promotion. Hein, oui, c'était clairement des promotions.
Et bah, j'en ai fait en rentrant. Sauf que bah, ça fait une semaine que la moitié du paquet est dans le réfrigérateur et il faut les finir, parce que je ne vais pas les jeter, ce serait comme dommage. Et j'ai pas envie de refaire exactement le truc traditionnel avec la base de tomates, les protéines, la mozza végétale, les petits légumes et tout ça. Non, je voulais quelque chose de différent. Et je me suis dit, eh bah très bien, allons-y, on va faire une recette totalement aux antipodes, avec une base de crème, avec du jambon végétal, avec des champignons sautés, avec une finition... je sais pas où je vais exactement, mais on y va. Et nous y voilà les amis. Bon, eh ben, ça m'a l'air fort appétissant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je me dis, ça, on me sert ça dans un petit bar, comme un petit lunch rapide. Je me dis, ah, j'ai envie de le manger. Ouais. Par contre, je vais pas en découvert, je vais me couper un morceau d'abord. Hein. Et nous y voilà, c'est bien plus raisonnable. Goûtons. Hmm. Bah oui. Hmm. Ça marche super bien. Bon, franchement, mélanger de la crème de soja avec de la muscade, du poivre et un fromage végétal quelconque, ça donne un crémeux, une onctuosité, à côté très fromagé, mais avec cette profondeur liée à la muscade que j'apprécie tout particulièrement. Et du coup, déjà la base, elle est solide. Ensuite, quelques petits points techniques qui ont quand même un intérêt non négligeable. Les champignons, alors moi qui suis le prince du surgelé, j'avoue que le champignon frais, c'est un autre charme. Hein. J'aime bien utiliser les champignons surgelés dans certains cas de figure, ça change rien. Mais là, je voulais garder de la mâche, de la fermeté. Et c'est important d'avoir des petits champignons de Paris frais et pouvoir les saisir juste à point comme il faut,
pour garder cette texture particulière et pas un truc trop mou. Ça, c'est important. Autre point, vous l'avez certainement remarqué, mais mon jambon, j'ai pu le découper en bande et le positionner aussi en bande. Et pour cause, il y a une petite triche involontaire, certes, mais qui donne quand même un résultat plus pratique, c'est que ce paquet de jambon végétal était congelé. Je l'ai sorti il y a à peu près un quart d'heure avant de commencer ma recette, ce qui n'a pas été suffisant pour le décongeler complètement, mais tant mieux, parce que ça m'a permis de le positionner de manière bien propre, et ça, c'est appréciable, et ça change rien. Voilà les amis, j'espère que cette conception de petite bruschetta rapide vous aura inspiré. N'oubliez pas que ce sont des bases de réflexion et non pas forcément une recette fixe. Vous pouvez la reproduire à l'identique, comme ça vous aurez quelque chose d'assuré, qualitatif, mais n'hésitez pas à twister, mettre un autre fromage végétal avec peut-être plus de caractère, ça peut être super. Mettre des champignons un petit peu plus nobles que du champignon de Paris, pourquoi pas? Moi je vous ai mis un jambon végétal fumé, certes, mais vous pouvez mettre un autre type de charcuterie végétale, ça marchera aussi. Pareil pour le type de salade, là j'ai mis une mesclun, mais de la roquette, ça peut être chouette, ou des jeunes pousses d'épinards, pourquoi pas? Faites comme bon vous semble, mais osez. Et ben voilà les amis, c'en est fini pour ce journal d'un vegan de la semaine. J'espère que vous aurez passé un excellent moment en ma compagnie. Et tiens, je tenais à remercier les quelques petits commentaires que j'ai eus la semaine dernière sur ma barbe, poivre et sel. C'est vrai que je suis assez content d'avoir patienté tous ces mois pour une éventuelle repousse et voir ce que ça donne. Et je trouve que c'est plutôt cool. Je suis content de retrouver mon faciès barbu. Parce que finalement, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous m'avez vu passer quasiment par tous les états. Avec les cheveux, la barbe, uniquement la moustache, sans cheveux avec la grosse barbe, ou alors sans cheveux avec juste la moustache. Et maintenant, voilà, on revient à quelque chose d'assez classique. Le cheveu, je ne compte pas le laisser repousser, mais voilà, je suis plutôt content, même si effectivement, c'est plus très brun tout ça. En tout cas, merci pour votre soutien, pour tous les nouveaux membres qui sont rajoutés. Bienvenue, bienvenue. Du nouveau contenu arrive très prochainement. Pour les autres, n'hésitez pas, hein, les pouces, commentaires, abonnements, etc. Tipeee, la totale. Je vous attends. Et puis, portez-vous bien. On se retrouve la semaine prochaine, sans faute, pour de nouvelles aventures. Tchuss!